Ce sera donc le premier test grandeur nature pour le gouvernement. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est déjà au cœur de toutes les tractations. Et ce matin, Bruno Le Maire, sur BFM TV et RMC, a donné le ton. La cote d'alerte côté finance est déjà atteinte pour notre ministre de l'économie. Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2900 milliards d'euros. Oui, mais c'est pas le montant brut des 2900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de cote d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. Que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Alors, faut-il y voir une façon de rassurer la droite alors qu'il faudra donner des gages à l'opposition? Et si oui, lesquels? Bouclier, loyer, augmentation du RSA, des APL, des pensions. Et cela va-t-il suffire? Eh bien, avec nous en plateau pour en débattre ce soir, on retrouve bien entendu Gaëtane Mélin, qui est la chef de notre service économie. Vous serez la première à qui je vais poser la question. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, où il vient de succéder à Yves Verrier. Rodolphe Bonas, qui lui est président du groupe SACOM, expert de la grande distribution et de la consommation. Gaëtane, on commence avec vous. Avant d'évoquer les mesures elles-mêmes, ce tableau très noir dressé par Bruno Le Maire, pourquoi parle-t-on maintenant de code d'alerte? 2900 milliards d'euros, vous l'avez dit. Oui. C'est la dette publique française, ça correspond à 114% du PIB. En fait, c'est pas vraiment le montant qui inquiète Bruno Le Maire aujourd'hui, mais plus, ce qu'il expliquait d'ailleurs, la charge de la dette. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on rembourse en plus pour se décharger finalement de cette dette, qui augmente à cause de l'inflation. Aujourd'hui, Bruno Le Maire... Il n'y a pas que les Français à avoir des difficultés. L'État français lui-même achète plus cher l'argent dont il a besoin pour couvrir ses dettes. Exactement. C'est bien ça? Il y a encore quelques mois, on pouvait emprunter à des taux négatifs. Aujourd'hui, on est à 2%. Ça se traduit par quoi? Eh bien, la charge de la dette qui avait été estimée à 36,8 milliards d'euros fin 2021, eh bien, aujourd'hui, on a réévalué de 2 milliards d'euros supplémentaires. Et c'est véritablement ça, aujourd'hui, qui inquiète Bruno Le Maire. En gros, son message, c'est de dire oui, on va aider ceux qui en ont le plus besoin, mais attention, on ne va pas faire n'importe quoi parce que effectivement, il y a cette dette qui nous préoccupe. Le message du ministre de l'économie est assez clair, Frédéric Souillot. Il nous dit tout n'est pas possible, il ne faudra pas se montrer trop gourmand. Quelle est votre réaction? Moi, je dis augmenter les salaires. Et puis, on va revenir sur la consommation. Aujourd'hui, la consommation est en baisse parce que les salariés sont inquiets. Et donc, comme on sait que la consommation des ménages représente 50% de notre croissance à peu près, eh ben, augmentons les salaires, on reconsommera. Alors, ça, c'est pas une décision qui peut être prise par le... Alors, non, hormis bien entendu le secteur public, vous vous adressez au patron français en nous disant ça? Bien sûr, et puis je m'adresse aussi au gouvernement, puisque le SMIC, c'est sa responsabilité pour l'augmentation. Oui. Donc, et puis, j'entends bien la dette publique, mais elle était à 97,6% en 2019. L'inflation joue, bien évidemment, mais avant l'arsenal du quoi qu'il en coûte. Exactement. Avant l'arsenal du quoi qu'il en coûte, auquel viennent s'ajouter les 140 milliards d'aide publique aux entreprises sans contrepartie. Donc tout cela, ça fait du volume, mais pour autant, le quoi qu'il en coûte, on ne le dénigre pas. Il fallait certainement le faire. Bien sûr. Mais à l'époque, on ne nous avait pas dit que le quoi qu'il en coûte, ceux qui devraient payer la facture seraient les salariés. Sur le terrain, en ce moment, est-ce qu'il y a un dialogue dans les entreprises? Est-ce que, puisque vous, par définition, vous y participez, est-ce que vous sentez un climat où il y a un dialogue possible sur des augmentations de salaire? Là, j'en reste pour l'instant à l'humeur. Est-ce que vous reniflez de la situation avec nos chefs d'entreprise? Alors, il y a tout un tas de discussions, puisqu'il y avait des clauses de revoyure sur les salaires. Il y a tout un tas de discussions qui se remettent en place. Bon, de temps en temps, il faut un petit peu de rapport de force pour obtenir les augmentations. Ça, c'est normal. Un petit peu de rapport de force, très bien. Je note la notion, mais très bien. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans le contexte actuel, si on redonne à la négociation collective la place qui est la sienne et qu'on laisse les interlocuteurs sociaux discuter,
On va en trouver des accords. Alors, il ne nous faut pas une lettre de cadrage qui nous dit dans une semaine, il faut que vous ayez trouvé la solution. Mais redonnons à la négociation collective la place qui est la sienne et trouvons des solutions. Alors venons-en aux mesures que contiendra ce fameux projet de loi de pouvoir d'achat. Information révélée par nos confrères des Échos. Ce que l'on sait, on le voit avec vous Magali Chalet, c'est qu'un certain nombre d'aides sociales vont être augmentées. Exactement. Toutes les prestations indexées sur l'inflation devraient être augmentées de 4% et ce de manière rétroactive au 1er juillet. Sont concernés notamment le RSA, les pensions de base de retraite, le minimum vieillesse, la prime d'activité, les allocations familiales ou encore l'allocation adulte handicapé. Le gouvernement souhaite aussi instaurer un bouclier sur les loyers dont l'augmentation sera plafonnée à 3,5%. Jusqu'au deuxième trimestre 2023, les APL seront elles aussi revalorisées à hauteur de 3,5%. Et le projet de loi prévoit aussi une mesure pour inciter à l'instauration de l'intéressement dans les PME en autorisant le recours à une décision unilatérale en cas d'échec des négociations. Et puis, autre mesure, vous allez le voir, la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année. Le bouclier tarifaire, je vous le rappelle, qui bloque le prix du gaz à leur niveau d'octobre 2021. Ensuite, il y aura également le doublement de la prime Macron. Et enfin, pour terminer, une disposition prévoit aussi d'aider les employeurs à financer une part plus importante du carburant qui va être dépensé par les salariés pour se rendre au travail. Merci Magali Chalet. Donc un peu moins de 7 milliards fin 2022 et 8 milliards d'ici à avril 2023. Ce sont nos confrères des Échos. Vous êtes observateur mais en même temps acteur parce que vous voyez comment les Français consomment ou pas, ou ne peuvent pas, ou sont limités dans leur consommation. Est-ce que la situation est aussi grave et difficile qu'on l'explique? Alors, elle est à la fois... Parce qu'elle est devenue fondamentalement politique en plus, et donc elle va créer du rapport de force. Tout à fait. En fait, elle est à la fois grave et compliquée dans les chiffres, mais elle devient très compliquée au niveau de ce qu'on appelle de la création d'un climat anxiogène. Et il n'y a rien de pire dans une économie, si vous voulez, lorsque finalement l'anxiété dépasse la réalité des chiffres. Et là, je pense qu'on est rentré dans un dispositif d'emballement où cette inflation, cette contraction du pouvoir d'achat, finalement met en tension l'ensemble des acteurs économiques. Et on le voit... Attendez, parce que c'est très intéressant. Vous nous dites qu'on en parle trop. Je dis non, mais allez au bout de votre pensée. Je vais aller au bout de ma pensée. Je dis qu'il y a une vraie réalité avec de vraies contractions et on le voit, ça se traduit dans les chiffres. Voilà. Les Français sont des comptables de leurs achats et ils achètent moins. Chaque Français qui gagne entre 1 500 et 2 000 euros par mois, et quand il va à la pompe ou quand il va faire ses courses, il ne peut pas ne pas être impacté et anxieux, on est d'accord? Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Mais cette anxiété, elle entraîne une anxiété de l'ensemble des acteurs économiques. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, quand on regarde l'indice d'activité des entreprises industrielles et du service en juin, il a perdu 4 points. Ça fait 5, on est arrivé à un indice qui est équivalent à il y a 5 ans. Et c'est pour ça que le gouvernement est dans une situation extrêmement compliquée, parce qu'il va falloir d'un côté débloquer ce qui nous a été très justement évoqué, ce fameux pacte de pouvoir d'achat, avec une règle qui devient de plus en plus compliquée, c'est qu'on dit pas d'augmentation d'impôts et ensuite pas d'augmentation de la dette. Et là, je dois vous avouer qu'on a un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on va arriver à faire ça. À moins que Bruno Le Maire soit une sorte de magicien. Oui, il ne nous a pas prouvé jusqu'ici. Je ne sais pas comment il va faire, mais en tous les cas, on est arrivé à cette difficulté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce climat d'anxiété, d'emballement de l'anxiété, finalement, est extrêmement négatif pour la création de valeur, voire même la détruire. Gaëtan Mélin, on voyait les prévisions de la Banque de France il y a quelques instants. Alors, elles ne sont pas catastrophiques, mais enfin, en gros, on a de l'inflation qui continue. Elles ne sont pas bonnes. Non, pas du tout, justement. Et d'ailleurs, l'INSEE a même publié ses propres prévisions. Il n'y a que la croissance qui est pas mal du tout, d'ailleurs. La croissance. Et d'ailleurs, on est au même niveau pour l'INSEE. En revanche, concernant l'inflation, l'INSEE estime que d'ici la fin de l'année, on atteindra les 7%. D'ailleurs, on les aurait déjà atteints s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire. La consommation des ménages est quand même en repli de 1,5%. Et ce qui est notable de constater, surtout dans les prévisions de l'INSEE, c'est qu'il y a 2 catégories de personnes qui sont touchées véritablement. Il y a tout ce milieu rural où on voit l'impact qui est considérable dans les prix alimentaires, mais aussi dans les carburants. Et puis, il y a les cadres qui habitent dans les grandes villes. Je m'explique. En campagne, vous êtes obligé d'utiliser votre voiture. Les agriculteurs utilisent leurs engins agricoles. Ça leur coûte énormément d'argent aujourd'hui avec la hausse des prix des carburants. Et puis, l'alimentaire aussi, ils sont fortement impactés. Du côté des villes, eh bien, finalement, on n'a pas cette problématique, en tout cas, elle est moins forte pour le carburant parce qu'il y a aussi un grand nombre de personnes qui aujourd'hui
dans les grandes villes, encore une fois, utilisent les transports en commun pour se déplacer, n'utilisent pas la voiture. Donc vous voyez, l'impact est vraiment différent. Il dépend de votre niveau socio-professionnel, mais aussi de l'endroit où vous habitez. Et c'est assez, révélateur d'une France qui se fracture. Et tout le monde, contrairement à ce qu'on raconte, ne peut pas faire du télétravail. Exactement. Il faut le dire quand même très simplement à un moment ou à un autre. Pour juste illustrer ce que vous évoquez, les deux extrêmes, c'est 20% des Français vivent une inflation actuelle à 8,6% et 20% des Français vivent une inflation à 2,3%. Donc vous voyez bien... Nous n'avons pas la même inflation les uns les autres. Exactement, il n'y a pas la même inflation. Frédéric Souillot, moi j'étais frappé de tous les responsables patronaux depuis la rentrée pratiquement de septembre dernier, nous disaient mais les augmentations de salaire vont arriver en leur temps. De toute façon, la situation en ce moment est favorable aux salariés parce qu'ils peuvent réclamer des choses. Est-ce que ça a quand même un peu évolué ? On a bien compris que la tempête est plus importante que prévu. Hein, mais est-ce que vous voyez des accords se signer dans les entreprises sur les salaires ? En début d'année, négociation annuelle obligatoire, bon, il y a eu des accords de signés. Pas partout, et là, il y a eu des conflits, mais il y a eu des accords de signés. Mais on ne s'attendait pas à ce que l'inflation parte. On n'a pas connu ce chiffre depuis 1985. Et en fait, et les uns et les autres, on est plus formatés par rapport à l'inflation. Parce qu'avant, on avait ce qu'on appelait l'échelle mobile des salaires. L'inflation augmentait, les salaires augmentaient proportionnellement, ce qui permettait de rééquilibrer. Aujourd'hui, il faut négocier. Et dans les négociations annuelles obligatoires, on a tous les accords que j'ai vus, il y a une clause de revoyure, c'était juin ou septembre. Et le président du MEDEF... Certains groupes ont d'ores et déjà indiqué qu'il y aurait cette négociation pour certains groupes. Oui, mais à l'époque, je me rappelle de Bruno Le Maire aux assises du MEDEF l'été dernier, où il disait qu'il faut augmenter les salaires. Oui, et avec une certaine autorité. Eh bien, tant mieux. La première autorité qu'ils peuvent avoir, c'est augmenter le SMIC. Pas un SMIC plus une prime d'activité, parce que la prime d'activité, après l'épisode Gilets jaunes, elle est prise sur notre protection sociale collective. C'est nous tous qui la payons. Tandis que là, si on passe le SMIC, si on augmente le SMIC, là, c'est les employeurs qui le prendront en charge et ça fera moins d'aide publique. Alors, ça fera des prix un peu plus chers. Ça dépend. Sur quoi ? Mécaniquement, si vous augmentez massivement les salaires, mécaniquement, vous allez contribuer à l'accélération des coûts de production et donc vous augmenterez les prix. Vous venez de nous dire, pardonnez-moi, que l'augmentation des salaires alimente l'inflation au lieu de la calmer ? Oui, c'est sûr. Et même, il faut même s'en méfier. Hein. Il faut même être assez vigilant là-dessus. Oui, c'est ce que nous racontent les économistes depuis longtemps. Voilà. J'étais sûr. Bien sûr. Il faut toujours se méfier de l'augmentation des salaires et puis c'est comme de notre productivité ou de nos exportations. Mais c'est pas déjà ce que l'on vit. On a délocalisé plein de choses par rapport à la productivité et à nos exportations. Mais aujourd'hui, il faut réindustrialiser. On le voit avec la pandémie, les masques et tout ce qui s'en suivait. Mais les économistes nous disent toujours non. Pas d'inflation et puis les salaires... ça tombe bien parce que Rodolphe Bonas n'est pas économiste, mais il va vivre ça. Alors, je vous laisse néanmoins, en dépit de cette intervention de Frédéric Souillot, terminer ce que vous vouliez nous expliquer. Oui, simplement, c'est un phénomène économique connu qui est dans tous les livres. Hein. C'est l'idée simplement qu'il faut se méfier dans un dispositif inflationniste à ce que l'augmentation des salaires n'anticipe pas l'inflation. Et c'est ça qu'il faut essayer de contrôler. C'est la raison pour laquelle il y a aussi certaines entreprises qui ont déjà annoncé en effet qu'elles allaient enclencher des éléments de négociation contrôlés et parallèlement à ça, qu'il y a la mise à disposition de cette fameuse prime Macron, peut-être un élément de contournement qui évite de rentrer dans ce phénomène normalement. Mais c'est vrai qu'il faut s'intéresser à cette problématique de pouvoir d'achat, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, plus de 50% de la croissance française, quasiment 70%, repose sur notre propre consommation. Donc, ne pas augmenter le salaire, c'est aussi bloquer la croissance. Vous voyez que c'est compliqué, Yves. Oui, c'est compliqué. Gaëtan Mella. Je partage la démonstration de Rodolphe Bonas. Néanmoins, j'apporte un néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, la consommation des ménages est déjà en baisse, moins 1,5% sur le mois de mai. Les ménages sont en train de faire des arbitrages. Ils choisissent ce qu'ils doivent acheter, qui est primordial, comme par exemple le carburant. Ils ne peuvent pas se passer de carburant. Et donc, ça aura forcément un impact sur la croissance économique. Donc,
aux entreprises de voir si elles sont prêtes à courir le risque finalement de ne pas augmenter les salaires, ce qui aura pour conséquence de diminuer, comme je vous le disais, la consommation, la croissance et forcément la production de ces entreprises. Oui. D'où la mesure qui est intéressante dans la loi pouvoir d'achat, c'est celle qui concerne l'intéressement, le partage de la valeur. Certes, le ministre de l'économie ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires, puisque, encore une fois, ce sont des entreprises privées qui font ce qu'elles veulent. En revanche, si dès lors qu'une entreprise réalise des bénéfices, elle est obligée de partager avec l'intégralité de ses salariés ses bénéfices, eh bien, cela aura un impact. On en parlait déjà sous le président Pompidou. Oui. Non, mais c'est pour vous dire que ça n'a quand même pas énormément évolué, qu'à chaque fois qu'on entend évoquer cette idée, on dit mais bien sûr c'est une très bonne idée, pourquoi pas, on a envie de vous dire c'est naturel, dans les faits c'est pas... En tout cas, elle est inscrite dans la loi pouvoir d'achat, reste à savoir si elle sera adoptée par les députés. Alors l'enjeu est politique aussi en ce moment, il se trouve que la NUPES va déposer un projet de loi concurrent, c'est une façon de fermer la porte au dialogue ? C'est qui sera le mieux disant ? L'idée, c'est ça. L'idée, c'est à la fois d'arriver... On voit les propositions. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à contrecarrer la contre-offensive du président de la République, qui dit finalement, c'est mon projet, j'ai présenté mon projet, j'ai été élu président de la République, choisissez dans mon projet ce qui vous plaît. Et là, on a bien vu que la NUPES était un petit peu enfermée, obligée de répondre. Donc la contre-réponse, c'est de dire, vous avez présenté votre projet, voilà notre projet. Mais on voit qu'il y a quand même du mal à essayer de trouver le bon des deux côtés. Vous êtes d'accord avec les 3 points, à Force ouvrière, blocage des prix, produits de première nécessité, énergie, carburant, augmentation du SMIC à 1 500 €, net et possibilité d'encadrer les loyers. Alors moi, je suis d'accord avec ça parce que ça, c'était notre programme, nos revendications avant l'élection présidentielle. On est d'accord. Et on l'a envoyé à tous les candidats à l'élection présidentielle. Bon, il y en a qui l'ont repris, d'autres qui ne nous ont pas reçus pour en parler. Mais bien évidemment que je suis d'accord avec ça. Et tout à l'heure, quand vous parliez d'emballement et la prime Macron, pour le coup, la prime Macron, elle va à l'encontre d'une négociation sur les salaires. Oui, bien sûr. Et la prime Macron, elle continue de détruire un petit peu notre protection sociale collective puisqu'il n'y a pas de cotisation dessus. Oui, vous venez de nous dire que, pardonnez-moi, à Force ouvrière, la perception que vous avez de la prime Macron, c'est qu'en fait, elle est un alibi pour ne pas augmenter les salaires en tant que tels, avec les cotisations qu'il y a dessus, et qui évidemment... C'est vrai. Bien sûr. Et demandez-leur, c'est vrai. Oui, puisque si vous avez, hypothétiquement, je crois que dans le programme, c'était 6 000 €. Bon. C'est ça. C'est le doublement de la prime. Triplement, puisqu'il était à 2 000. Ouais, doublement et triplement, ça. Oui. Ce sont des seuils. Et pourquoi je négocierais avec les organisations syndicales, avec les interlocuteurs sociaux pour augmenter les salaires, puisqu'à la fin de l'année, potentiellement, vous aurez peut-être 6 000. Vous avez raison, mais c'est aussi le moyen de dire que l'argent débloqué par les entreprises sera entièrement dédié au pouvoir d'achat des Français, puisqu'il n'y aura pas de prélèvement sur les cotisations sociales. Donc, voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du salaire différé. Oui, si vous voulez. Mais regardez aujourd'hui l'assurance chômage. On est revenu à un équilibre. On a créé de l'emploi et des cotisations sociales. C'est ça le salaire différé. Et quand vous êtes malade ou que vous vous blessez, parfois on tombe en moto, ça m'est déjà arrivé, ou en scooter. La seule carte qu'on vous demande, c'est votre carte vitale quand vous faites soigner. C'est pas autre chose. C'est ça notre protection sociale collective. Rodolphe Bonas, ce sont les prix de l'énergie qui font flamber, notamment l'inflation en ce moment, c'est faramineux. Alors, relative bonne nouvelle, le prix du gazole s'est stabilisé alors qu'il ne cessait de grimper. Il coûte en moyenne 2,13 € en ce moment. On va voir ce chiffre dans quelques instants. L'État demande d'ailleurs à Total de faire des efforts. Bruno Le Maire devait rencontrer le patron de Total Énergie aujourd'hui, Monsieur Pouyanné. Est-ce que vous, en ce moment, vous sentez une pression particulière ? Et alors, hier, on a quand même eu ce phénomène tout à fait étonnant dans le pays, c'est-à-dire les 3 grandes entreprises qui nous fournissent en gaz, en électricité et en essence, qui nous demandent d'être attentifs à notre consommation. On n'avait jamais vu ça. Jamais, ça veut dire que quelque part, on est en train finalement de, à la fois d'un côté... Et vous imaginez que Leclerc ou Carrefour nous disent, alors écoutez, consommez un peu moins en ce moment, il faudrait quand même être raisonnable. Mais on n'est pas 2 fois des gaufrettes. On est un peu dans cette logique-là, avec une logique où on est en train de nous préparer sur le fait de dire, attention, si nous ne devenons pas chacun acteur de cette propre consommation, on peut être confronté à des logiques de pénurie qui amèneraient finalement à des suspensions
de distribution des services de gaz ou d'électricité avec des logiques de roulement. On craint vraiment des pénuries, parce que vous savez, oui, quand on dit ça, pardonnez-moi, j'insiste, je pense qu'un téléspectateur sur deux n'y croit pas, parce qu'il n'y a jamais été confronté. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment dire qu'on est en train de changer de civilisation. Je suis d'accord, mais quand on est en train d'apprendre de manière assez discrète qu'on est en train de redémarrer des centrales à charbon, je peux vous garantir qu'il y a un problème de mise à disposition de la denrée énergie en France. Gaëtan Mélin ? Le gouvernement prépare les esprits. La semaine dernière, Elisabeth Borne avait indiqué qu'il fallait de la sobriété énergétique. C'était la première fois qu'elle utilisait ce terme en indiquant oui, il faudra faire attention, réduire sa consommation. Dès le début, on a dit qu'il fallait réduire le chauffage d'1 degré. Ça permettait d'économiser. On a annoncé la réouverture donc, de cette centrale à charbon qui était fermée depuis mars dernier. Ça prend un peu de temps, donc on l'annonce aujourd'hui et on l'utilisera au cas où. Au cas où, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cas où l'hiver serait rigoureux et qu'on viendrait à manquer de gaz, d'électricité pour chauffer tous les Français. Donc oui, on se prépare et surtout... Ça veut dire que l'inquiétude est réelle. L'inquiétude est réelle et surtout, on prépare les esprits. Encore une fois, c'est très important. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire aux Français demain, vous allez diminuer votre température de 1 ou 2 degrés ou vous n'avez plus utilisé votre voiture. C'est impossible. Il faut préparer les esprits progressivement pour que ça puisse rentrer. Excusez-moi, c'est inimaginable qu'on impose, je dis bien qu'on impose des formules de ce type. Pour les entreprises, c'est possible, c'est-à-dire que GRT Gaz prévoit, par exemple... Les particuliers. Non, pas les particuliers, ils ne seront pas touchés. Enfin, en tout cas... Non, pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ce sont les industriels qui pourront être amenés à tout simplement stopper leur production pendant un temps déterminé. Et ils seront indemnisés pour compenser Juste petite précision, je rappelle qu'en très forte période de consommation énergétique en France, plein cœur de l'hiver, nous importons de l'énergie de l'extérieur. Donc mécaniquement, avec les tensions internationales que nous avons sur ces marchés, il y a fort à parier qu'il est possible que nos fournisseurs ne nous produisent plus la matière. Vous êtes inquiet de ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire quasiment un changement de civilisation et où on a l'impression que personne n'a ses réponses. Alors je ne sais pas si c'est changement de civilisation, c'est la géopolitique qui joue la guerre en Ukraine et tout cela. Ce qui est dommageable, c'est qu'on ait perdu notre indépendance énergétique. Alors il y a plein de raisons. Mais qu'on réouvre la centrale de Saint-Avold, elle est dans le PAC pouvoir d'achat et on a eu des échanges sur le sujet. Il va falloir faire appel au volontariat pour que les salariés reviennent mettre en route la centrale de Saint-Avold. Mais 73 et 74, après le premier choc pétrolier, on nous a déjà demandé de baisser d'1 degré et de tout ce qui allait avec. Ça s'appelait la chasse au gaspille. Voilà. Eh bien, c'est jeune, mais je m'en souviens. Aujourd'hui, on nous parle d'inquiétude et peut-être qu'on aura des baisses énergétiques. Mais l'industrie est déjà programmée comme cela. Premier consommateur d'électricité en France, c'est les usines qui fabriquent l'aluminium. Et après, la SNCF. Eh bien, quand il y a une forte demande, ils réduisent leur production. Avec un accord passé, il va falloir passer un peu plus largement avec plus d'industrie en France. Ce qui est prévu d'ailleurs. Voilà en tout cas ce que nous pouvions vous dire ce soir sur cette situation, sur votre pouvoir d'achat et sur ce qui se prépare notamment à l'Assemblée nationale. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission.